Donc, les histoires d'amour chez les animaux. Avec un titre comme ça, vous pensez peut-être a priori que je devrais peindre un portrait des couples d'animaux qui se rencontrent, se séduisent, élèvent leurs petits ensemble, restent fidèles toute leur vie, le fameux « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Comme dans n'importe quelle histoire, en fait, les animaux vont faire face à un certain nombre de défis pour pouvoir se reproduire. Donc, par exemple, faire face à des compétiteurs pour accéder à leur partenaire, les conflits qu'il va y avoir au niveau du couple, des divorces, des infidélités, donc tout un tas de défis. Et aujourd'hui, on va voir les 3 principaux challenges auxquels les animaux font face pour trouver un partenaire. Donc, le premier, ça va être évidemment de trouver, choisir et séduire un partenaire sexuel. Donc ça, c'est une étape qui va être extrêmement importante, puisque d'une part, elle va déterminer si l'individu va pouvoir se reproduire ou pas, donc s'il va transmettre ses gènes à une descendance ou pas. Et deuxièmement, ça va aussi déterminer avec qui la reproduction va avoir lieu. Et ça va avoir une importance sur les chances de survie des petits qu'ils vont produire ensemble. Donc dans ce contexte, qui choisir, sur quels critères se baser pour faire son choix et comment séduire un partenaire sexuel ? Eh bien, il existe une multitude de stratégies pour trouver, séduire un partenaire sexuel. Et la parade nuptiale est une de ces stratégies. Donc, qu'est-ce que c'est la parade nuptiale ? Eh bien, c'est une chorégraphie qui va mettre en évidence un certain nombre d'atouts chez l'animal. Donc, ça va être, par exemple, un chant mélodieux, une danse très chorégraphiée, mécanique, qui va souvent être synchronisée avec un chant, et qui va aussi, grâce à des mouvements du corps, mettre en évidence des motifs colorés, des ornements. Donc tout ça pour séduire le partenaire sexuel. Donc là, on a un petit exemple chez l'araignée paon. Donc vous avez un mâle qui va faire une parade nuptiale. Donc vous voyez, c'est très chorégraphié. Un autre exemple chez le paradisier superbe, qui va utiliser ses plumes pour mettre en évidence un patron assez spécial, je dirais. Mais c'est censé plaire à la femelle. Donc vous allez voir, il va chorégraphier. Donc là, on ne l'entend pas, mais il émet aussi des chants, des cris, en même temps que ses petits pas de danse, donc pour plaire à la femelle. Donc cette parade nuptiale, elle va véhiculer tout un tas d'informations. Donc d'une part, ça va donner de l'information sur la condition physique de l'animal. Les couleurs vives vont aussi indiquer si l'animal s'alimente bien, s'il n'est pas malade. Et très récemment, on s'est rendu compte qu'elle pouvait aussi apporter de l'information sur les capacités d'apprentissage de l'animal. Donc là, mes travaux de thèse en fait, ont montré chez une espèce de passereau que les mâles qui étaient super bons danseurs étaient aussi super bons pour apprendre à résoudre des problèmes. Et ils étaient considérés plus attractifs quand ils étaient face à des femelles. Donc en fait, cette compétence, si on y pense, elle peut être super utile dans le milieu naturel, elle peut faire toute la différence, surtout pour les espèces où la nourriture va être difficile à trouver. Donc choisir un partenaire qui justement performe ses parades nuptiales et qui en plus a des super bonnes capacités d'apprentissage, eh bien ça peut faire toute la différence lors de la reproduction. Donc au final, une bonne chorégraphie, ça pourrait être un signe d'intelligence. Et donc ça, c'est le premier défi, ça va être d'effectuer une parade qui est suffisamment attirante, mais aussi de pouvoir comparer les parades pour pouvoir sélectionner un partenaire. Et ce qui est super intéressant avec ces parades nuptiales, c'est que chez certaines espèces, c'est comme une sorte de discussion. Donc il ne suffit pas de produire une belle parade, mais il faut aussi pouvoir la synchroniser, la changer par rapport à la parade du partenaire. Donc on le voit très bien chez les albatros, que vous voyez ici. Donc au début de la saison de reproduction, on va avoir des mâles et des femelles qui vont parader un petit peu à droite à gauche. Et petit à petit, on va voir des couples se former, se rapprocher, et du coup effectuer ces espèces de parades en miroir, où vraiment on va voir les ailes du mâle et de la femelle se synchroniser. Donc des parades qui vont vraiment se faire en imitation. Donc on va avoir une sorte d'évolution dans les parades, avec du coup des parades qui sont effectuées en groupe, mais ensuite un rapprochement et des contacts qui sont de plus en plus réguliers entre le mâle et la femelle, pour ensuite voir le couple se former et se préparer à la reproduction. Alors les flamants roses, ils ont trouvé un moyen pour se faciliter la tâche.
Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rassembler avant la période de reproduction pour justement pouvoir comparer les parades des partenaires plus facilement. Donc on va le voir ici, hein, ils se regroupent tous ensemble. Et en fait, la parade, elle va être composée de mouvements de tête, de droite à gauche, d'ouverture d'ailes, qui va mettre en évidence des plumes colorées, qui sont souvent un indicateur de bonne santé. Ça peut être des courbures aussi également. Et du coup, en fait, ces parades, elles vont intervenir de novembre jusqu'à mars, donc ça peut être très très long. Et ça va être ça tous les ans, parce qu'en fait, les couples des flamants roses vont divorcer d'une année à l'autre et vont systématiquement rechoisir un partenaire l'année suivante. Mais du coup, comment ça se passe? Comment on passe d'un groupe comme celui-ci à un couple d'individus qui est prêt à se reproduire, concrètement? Et bien là, ce qu'il faut faire, c'est étudier les comportements au cours du temps. Alors, comment on fait? Eh bien, déjà, la première étape, ça va être de reconnaître tous les individus du groupe, donc qui sont les mâles, qui sont les femelles, et ça va être d'observer les comportements de chaque individu au sein du groupe. Donc, par exemple, de regarder le comportement d'un mâle face à toutes les femelles et le comportement d'une femelle face à tous les mâles. Donc, ces observations, donc, elles sont représentées par les traits ici, ces comportements. Et en fait, plus le trait est épais ici, plus le comportement va être observé régulièrement. Donc si un mâle parade vers une femelle et qu'il le fait régulièrement, on va l'observer régulièrement sur le schéma ici. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ces observations sur toute la période de choix de partenaire, donc du moment où les individus vont se rencontrer jusqu'à ce que les couples soient formés. Et ensuite, on va regarder les conséquences sur la reproduction. Et donc, une partie de mon projet au postdoctorat a montré justement que chez le diamant mandarin, donc c'est une espèce de passereau, les mâles qui vont chanter beaucoup et face à de nombreuses femelles vont effectivement former un couple plus rapidement, mais par contre, ils vont produire moins de poussins. À l'inverse, les mâles et les femelles qui vont se toiletter souvent, qui vont rester en contact, donc qui vont former un couple solide, eux vont produire davantage de poussins. Donc là, il semblerait en fait qu'il y ait un compromis entre le fait de former un couple rapidement et celui de former un couple solide. Donc en fait, investir de l'énergie dans les parades, c'est bien, puisque ça permet de sécuriser un partenaire sexuel, mais ça se fait un petit peu au détriment de la solidité qui va être investie dans le couple, finalement. Donc là, le défi, ça va être de trouver le bon compromis, parader suffisamment pour sécuriser le partenaire, mais pas trop pour pouvoir garder l'énergie et investir dans le couple, finalement. Et finalement, la troisième étape, ça va être effectivement d'élever les petits dans les meilleures conditions possibles. Donc là, d'où l'importance de la solidité du couple, parce qu'en fait, à cette période-là, que ce soit les conflits au sein entre les parents ou les divorces, ça peut avoir vraiment des conséquences sur le développement des petits. Donc dans un autre projet, on a pu montrer donc, chez la même espèce que si on compare des jeunes qui ont vécu, des jeunes pardon, pour qui les parents ont divorcé, si on les compare à des petits dont les parents n'ont pas divorcé, on se rend compte en fait qu'ils n'ont pas la même façon de gérer la nouveauté, ni la même capacité à résoudre des problèmes. Donc ce que ça veut dire, c'est que ces jeunes qui ont vécu ce stress pendant leur développement avaient moins peur de la nouveauté, mais par contre, ils étaient moins bons à résoudre de nouveaux problèmes. Et ça, en fait, ça peut avoir des conséquences à long terme. D'une part parce que les animaux vont prendre plus de risques dans le milieu naturel, donc augmenter leurs chances de se faire capturer par un prédateur, par exemple. Mais aussi, si la nourriture vient à manquer, eh bien, ça fait des animaux qui ont plus de difficultés à trouver de la nourriture. Donc ça peut évidemment avoir des conséquences. Donc finalement, les histoires d'amour chez les animaux, c'est pas tout rose, c'est pas comme des contes de fées, puisqu'en fait, ils font face à un certain nombre de défis. Donc le premier, ça va être de trouver un partenaire sexuel, donc parader. Parfois même pendant des mois, on l'a vu avec les flamants roses, ça peut être vraiment très long. Ensuite, ça va être de faire face à cette compétition pour trouver un partenaire et former un couple suffisamment solide pour se préparer à la reproduction. Et finalement, ça va être de limiter les conflits au sein du couple pour assurer le bon développement des petits. En plus de ça, ces trois étapes, elles sont amenées à être de plus en plus difficiles à surmonter pour les animaux, avec le contexte de réchauffement climatique et l'expansion des animaux urbanisés qu'on connaît bien. Quand on sait que ces phénomènes en fait, augmentent par exemple le taux de divorce chez les oiseaux, ça pose beaucoup de questions sur le devenir de ces histoires d'amour. Donc mieux comprendre ces phénomènes et l'impact qu'ils ont sur le choix de partenaire et la reproduction,
Ça peut nous permettre de trouver finalement des solutions très concrètes dans une perspective de conservation des populations sauvages. Donc merci de votre attention et merci aux échappés inattendus de m'avoir accueilli aujourd'hui. Je remercie le CNRS de m'avoir offert l'opportunité de participer à cet événement. Alors, qu'est-ce qu'un herbier de zoster? C'est une prairie sous-marine, d'accord? Donc, c'est une étendue de plantes aquatiques à fleurs. On les trouve où, ces herbiers? On les trouve dans les eaux côtières, peu profondes et abritées des courants marins. D'accord. Donc en France métropolitaine, on va trouver des herbiers sur ces côtes-là et ces herbiers sont formés de 4 plantes différentes. Et on va s'intéresser aux herbiers de zoster aujourd'hui, d'accord. Et il faut avoir à l'esprit que dans le bassin d'Arcachon, moi je viens de Bordeaux, donc voilà, je vous parle de ce que j'ai dans mes paysages, on a le plus grand herbier de zoster naine d'Europe, donc cocorico. Ici, vous avez donc sur cette carte ce qu'on peut trouver comme herbier sur les côtes charentaises. Vous en avez ici dans les mers des Pertuis. D'accord. Alors, une zoster, c'est une plante aquatique et non pas une algue. Donc, comme toutes les plantes, elle va posséder des racines pour s'ancrer dans le fond meuble, une tige souterraine qu'on appelle aussi un rhizome et des feuilles avec des nervures. D'accord. Et ces plantes-là, elles peuvent faire des fleurs sous l'eau, d'accord. Et de ces fleurs peuvent naître des graines, d'accord. Mais la reproduction se fait plutôt par multiplication végétative, c'est-à-dire à partir d'un pied mère, des petits pieds filles qui vont apparaître. Donc ici, vous avez un zoom à la loupe binoculaire d'une feuille de zoster et vous voyez les nervures qui correspondent aux vaisseaux conducteurs des sèves dans la feuille. Alors que sur un tas d'algues entéromorphes, on ne voit rien, d'accord? Pas de nervures. Il existe 2 espèces de zoster, d'accord? Des espèces sœurs. La grande zoster, la zoster marine, qui peut faire jusqu'à 1,20 m et qui va vivre complètement sous l'eau, d'accord, former des herbiers dans les zones un peu plus profondes que sa sœur, d'accord. C'est par exemple dans les chenaux de navigation qu'on peut la trouver. Et puis la zoster naine, qui est plus petite, qui va faire entre 10 et 40 cm et qu'on va trouver sur les zones d'estran. Donc l'estran, c'est la partie qui va être couverte et découverte à chaque marée, d'accord. Et cette espèce est une espèce strictement protégée, interdit d'en avoir dans son sac de plage. Et pour la zoster naine, c'est l'habitat qui est protégé, pas l'espèce. Ces herbiers vont former des paysages, d'accord, comme les prairies ou les forêts sur Terre. Et la zoster naine va former un paysage à marée haute, sous l'eau, un paysage à marée basse, d'accord, complètement immergé, et même un paysage quand les feuilles se décrochent et les plantes et sont apportées par l'océan sous forme de laisse de mer, d'accord. Et on va trouver, on estime qu'on trouve 6 fois plus d'espèces dans un herbier que sur le même fond marin nu. 6 fois plus d'espèces. Alors, il existe des interactions écologiques dans ces herbiers, c'est-à-dire des interactions entre espèces, d'accord, qui sont en relation les unes avec les autres. Donc, par exemple, il y a la relation entre un mangeur et un mangé, d'accord. Donc, ici, vous avez un exemple, c'est le broutage, où une gibule, ce petit escargot de mer, herbivore, va se nourrir des algues qui vivent fixées sur les feuilles de zoster. Elle va utiliser pour ça sa radula, une sorte de langue râpeuse avec des dents très efficaces. Et puis vous avez ici un petit poisson carnivore qui va chasser le plancton dans les eaux des herbiers. Et là, par exemple, vous avez une de ses proies, la larve de crabe. Alors, un autre exemple d'interaction, c'est la compétition entre espèces. D'accord ? Donc ici, vous avez des algues qui vont se développer quand certaines conditions dans l'environnement sont favorables à leur développement, mais en grande quantité, d'accord ? Et elles vont parfois empêcher
les feuilles de capter la lumière et donc à la plante de faire la photosynthèse. D'accord ? Donc là, les algues vont gêner l'herbier. C'est ce qu'on appelle la compétition. Et ici, vous avez ces petits escargots brouteurs, d'accord, qui vont manger les algues sur les feuilles. Et en général, ils sont tellement nombreux qu'ils diminuent la compétition entre ces algues et ces zoostères. Donc, les petits escargots de mer sont des individus mutualistes des plantes. Et alors, il y a un autre type de mutualisme très intéressant qui se produit entre ces deux espèces de zoostères. Donc, elles se rendent service l'une à l'autre, d'accord ? Et si l'une décroît, malheureusement, l'autre décroît aussi. Donc, je vous explique ça. Si l'eau est très trouble, d'accord, il y a beaucoup de matière en suspension, alors les zoostères marines sont affectées et disparaissent. À ce moment-là, il y a plus de courant qui va venir toucher les strands. Et donc, les zoostères naines vont avoir tendance à disparaître. Donc, la vase se remet en suspension et l'eau est de plus en plus trouble et il y a de moins en moins de zoostères dans un engrenage négatif. Alors, je vous propose de me citer des animaux que vous voyez sur cette image. Allez, qui se lance ? Oui, vas-y. Là, ici, tu as une araignée de mer. Oui, super. Alors, vas-y, dis-moi au fond. La sèche, super. Qui d'autre ? Oui. L'étoile de mer, ici ? Oui. Ok, super. Donc, on a une sèche, un hippocampe, une araignée de mer. Ici, vous avez une petite crevette, je ne sais pas si vous l'aviez repérée, la crevette Hippolyte. Encore des crevettes, anémone de mer, étoile de mer, une palourde, un rouget. Et ça, ce sont des œufs de sèche. Et vous avez ici des animaux fixés sur les feuilles. Alors, en photo, ça donne ça. Donc là, vous avez une sèche qui va venir se reproduire dans les herbiers. Le fameux hippocampe, d'accord, avec sa poche incubatrice qui permet au mâle de garder les œufs au chaud jusqu'à leur éclosion. Et il va expulser des petits jeunes directement. Ici, vous avez la crevette Hippolyte complètement camouflée dans son environnement qui peut faire varier sa couleur. Et là, cette petite araignée de mer qui va pratiquer le déguisement, d'accord ? Elle va aller se coller des petits morceaux de son environnement sur sa carapace. Alors, ces herbiers ne sont pas que beaux, ils nous rendent aussi des services. Comment ? Simplement en ayant un fonctionnement normal. Avec une bonne biodiversité, ils auront une bonne santé. Et donc, ces services, ils sont énumérés ici, c'est des exemples. Donc, le support de vie qu'on a vu ensemble, ressources alimentaires, des animaux vont venir se nourrir dans l'herbier, refuge pour les petites larves, zone de reproduction de ponte, élevage des jeunes. Les fonds vont être stabilisés par les herbiers. Et ils peuvent aussi lutter contre l'érosion des côtes. Et ce sont de bons réservoirs naturels de carbone, des puits de carbone, d'accord ? Et ils vont aussi purifier l'eau. Bon, beaucoup d'informations, beaucoup de services, donc c'est vraiment super. On va zoomer sur un exemple. Alors, vous avez ici donc, les grandes zoostères qui vont retenir dans leurs feuilles les sédiments en ralentissant le courant. D'accord ? Ça bloque le courant, donc tout ce qui est dans l'eau tombe. Les feuilles qui ralentissent le courant. Les matières en suspension qui tombent au fond, qui sont coincées dans les racines et les rhizomes, donc c'est tout retenu, d'accord ? Y compris les polluants. Pareil pour le petit herbier qui est sur les strands. Et donc, ça va à la fois protéger contre l'érosion, d'accord, puisque tout est retenu dans les racines, et ça va améliorer la qualité de l'eau puisqu'il y a moins de matière en suspension, moins de polluants, et en plus, ces herbiers et le phytoplancton vont oxygéner les eaux. Évidemment, tout n'est pas rose, les herbiers sont menacés. D'accord, sur le bassin d'Arcachon, les scientifiques estiment qu'en 30 ans, on a perdu 85% des herbiers de zoostères marines, 44% des herbiers de zoostères naines. C'est beaucoup. Pourquoi ? C'est des causes multiples, ça veut dire que ça s'additionne. L'augmentation en fréquence des canicules fait que l'eau est trop chaude pour les plantes, des contaminants dans l'eau en grande quantité, surtout les cocktails, par exemple les pesticides plus le cuivre, ça en fait empêche la croissance des plantes. On marche dessus et il y a des dégradations physiques lors de la pêche à pied ou des ancrages dans l'herbier qui vont arracher. Et puis le fait qu'il existe ce mutualisme entre ces deux espèces de zoostères qui font que l'une entraîne l'autre dans sa perte.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On peut quand même faire des choses, il ne faut pas être trop pessimiste. On peut déjà faire passer les infos, communiquer sur ces herbiers, savoir de quoi il s'agit quand on se balade sur le littoral. Si on aime la pêche à pied, on utilise des patins à vase. Quand on vit tous les jours, on limite l'utilisation des produits chimiques domestiques. Et si on travaille sur le port aussi, on ancre un bateau correctement, pas dans un herbier de préférence. Et puis on peut participer au projet de Sens Citoyenne qui existe sur le bassin d'Arcachon. Il existe un programme de restauration des herbiers de Zosternen. Et pour cela, on a besoin de volontaires pour collecter les graines en étant à quatre pattes dans la vase. Donc c'est assez fastidieux, mais c'est vraiment super de participer à ce genre de projet. Alors, je vous invite maintenant à vraiment plonger dans une vidéo qui a été réalisée par l'Office français de la biodiversité à la découverte des zoostères marines. Bonjour à tous. Donc on va prendre un peu le large. On va parler de bêtes un peu plus grosses. Et puis peut-être de répondre à certaines questions de finalement à quoi ça peut servir la biodiversité, et à quoi ça peut servir de la protéger notamment. Et puis peut-être par un angle un petit peu, on va voir, insolite sur les cétacés. Alors pourquoi insolite? Parce que je ne vais pas vous parler aujourd'hui, ça va être des déjections des mammifères marins. Leur crotte. Ouais, on va parler caca de baleine en fait aujourd'hui avec vous, quoi. Là, voilà, on a des cachalots et je vous laisse deviner tout ce qu'il y a autour des cachalots qui sont en train de nager. Et en quoi, finalement, cette caractéristique et ces déjections de mammifères marins peuvent venir au secours des océans. Alors vous le savez, on en parle suffisamment, on a la Terre qui se réchauffe et un des problèmes aujourd'hui, ça va être, on parle de carbone, du CO2, de réussir à limiter nos émissions, mais aussi à augmenter le captage de ce CO2. Et là, les mammifères marins vont avoir un rôle. Alors quel rôle et comment ça fonctionne? On va avoir des prédateurs qui vont devenir des véritables jardiniers des mers. Un peu de la même manière qu'on a des paysans qui mettent du lisier dans les champs ou vous qui mettez de l'engrais dans votre potager ou dans vos pots. On a besoin d'engrais pour fertiliser le milieu et puis pour entraîner la production végétale. Alors la production végétale en mer, on a vu au niveau côtier, on a parlé des zoostères juste avant, et on a ensuite, nous, le phytoplancton, du coup le plancton végétal, qui va former de réelles forêts en mer, mais des fois des forêts qui vont être relativement brèves. Et elles ont besoin de nutriments, de soleil et de CO2. On va voir du coup des baleines ou d'autres mammifères marins qui vont aller se nourrir, souvent se nourrir en profondeur, qui vont remonter pour produire leurs excréments. Et du coup, le mélange soleil, CO2 et nutriments vont servir d'alimentation, vont permettre cette croissance du phytoplancton et qui va ainsi capter un maximum de CO2 et en échange nous relarguer de l'oxygène. On a ainsi près de la moitié de l'oxygène qu'on respire est produit par les océans. Et donc ce rôle, la biodiversité, ça sert à quoi? Ça sert aussi finalement à protéger et à nous protéger. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, dans le mécanisme qu'il y a derrière. Donc quand je parle de nutriments, ça va être du fer, ça va être du cuivre, ça va être du phosphore, ça va être de l'azote. Donc c'est des petites molécules qui vont être indispensables à la croissance des végétaux. Et ces petites molécules, elles vont être coincées, des fois stockées à l'intérieur de proies, à l'intérieur d'espèces, du coup des calamars, des seiches, des poissons, des crustacés,
enfermés, stockés là-dedans. Et lorsqu'on a un prédateur qui va les manger, il va manger donc cette nourriture, il va la digérer, et lorsqu'on digère, on n'absorbe pas tout, que ce soit des baleines, des dauphins ou nous, on n'absorbe pas tout, et généralement on absorbe pour les nutriments à peu près 10 à 15% de la quantité de la nourriture. Donc il y a 80 à 90% des nutriments qui étaient stockés qui vont être relargués de manière libre dans l'environnement. Ils vont être de manière dissoute et du coup devenir accessibles au plancton qui va pouvoir s'en nourrir ou en tout cas l'utiliser pour sa croissance. Alors, quand on a compris le phénomène pour un individu, une espèce, l'avantage aussi sur les mammifères marins, et là sur les cétacés, c'est qu'on a beaucoup d'espèces, en tout cas un certain nombre. À peu près 120 espèces de mammifères marins, si on compte les cétacés et les phoques et otaries. Et ça va des plus petits dauphins qui font moins de 2 mètres, aux plus grandes baleines qui mesurent une vingtaine de mètres. Et cette diversité, au-delà d'imaginer la taille d'un caca de baleine, à peu près 200 litres à chaque fois, voilà. Ça donne quelques ordres de grandeur. L'autre côté intéressant, c'est qu'elles vont toutes être aussi différentes dans leur alimentation. Elles ne vont pas manger la même chose. Et elles vont avoir des menus assez ciblés en fonction de leurs besoins. Et on va avoir des espèces qui vont se nourrir principalement de crustacés, par exemple, les baleines qui mangent le krill. On va avoir certaines autres baleines, on va prendre par exemple les cachalots, qui vont se nourrir principalement de calamars, de céphalopodes, de calamars. Et puis des dauphins qui vont se nourrir de poissons. Et ainsi, toute une combinaison de régimes alimentaires différents. Et qui dit régime alimentaire différent, dit aussi apport nutritif différent. Tout le monde a l'habitude de regarder les ingrédients et la composition de vos aliments. C'est la même chose dans les poissons. Ce qui compose un poisson, ce n'est pas la même chose que ce qui compose une crevette. Et entre espèces de poissons, ce n'est pas exactement la même chose. Je crois que tout le monde a entendu parler de poissons gras et de poissons maigres, par exemple, parce qu'il y a plus ou moins de lipides, plus ou moins de gras, d'oméga 3 dans certaines espèces que dans d'autres. Sur les nutriments, c'est pareil. On va avoir des espèces qui vont être riches en fer, d'autres qui vont être riches en cuivre. Donc on va avoir des mélanges alimentaires qui vont être différents. Et du coup, si c'est différent en entrée, ça va être différent en sortie aussi. Donc à chacun son menu et à chacun sa fertilisation. Voilà. À chacun son engrais finalement. C'est un peu comme si vous allez à votre jardinerie préférée, vous allez voir un certain nombre de sacs d'engrais, avec des engrais pour les agrumes, vos engrais pour les tomates, vos engrais pour les rosiers. C'est pas le même paquet, parce qu'en fait à l'intérieur du paquet, c'est pas la même composition en nutriments. C'est pas la même quantité de phosphore, la même quantité d'azote. Et c'est ce que vont faire nos différentes espèces. Elles vont produire des engrais différents. Parce qu'en fonction des espèces de phytoplancton, elles ne vont pas avoir besoin des mêmes nutriments, du même cocktail de fertilisation pour aider à la croissance. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de nos recherches? Là, une illustration issue d'une publication scientifique. Du coup, on a été mesuré dans différentes régions du monde, les différentes zones là, qui sont assurées. Voilà. On a travaillé sur une quinzaine de zones, des zones polaires jusqu'aux tropiques, et chaque carré représente une zone d'étude. On ne va pas rentrer dans les détails, et dans chaque carré, il y a 8 éléments qu'on a recherchés. L'idée à retenir sur cette étude-là, c'est les différences. Vous allez voir, il y a des différences de couleur, en fait. Quand tout est homogène au niveau d'une couleur, ça veut dire qu'on a une fertilisation qui est un peu identique. Ce qu'on voit au niveau des tropiques, voilà, ouais, tout est homogène dans chaque boîte. On a quasiment la même fertilisation, le même fertilisant qui est relâché, quels que soient les océans. Par contre, si on monte dans les zones tempérées ou polaires, là on voit ça s'allume de couleurs totalement différentes. Ça veut dire que la composition de la fertilisation va être différente en fonction des zones. Et pour réaliser ça, on n'a pas travaillé sur une espèce, mais on a travaillé sur l'ensemble des espèces en fonction des différentes zones. Ce qu'on a pu montrer également, c'est que finalement, on pense que les baleines, on imagine, ce qu'on imaginait au début, le rôle principal des baleines lié à leur grosse taille individuelle et donc à leur gros caca individuel. Mais en fait, finalement, beaucoup de petites espèces, beaucoup de dauphins, finissent par produire autant, voire plus, qu'une baleine. Donc ce n'est pas forcément les baleines seules qui vont jouer dans la fertilisation, mais ça va être bien
l'entièreté de la communauté. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que du coup, finalement, si on veut capter un maximum de CO2 dans les océans, il faut produire un maximum de phytoplancton. Ça bénéficiera d'ailleurs à tout le réseau trophique, à toutes les chaînes alimentaires. Et pour ça, il faut des populations en bonne santé qui soient abondantes. Plus on va avoir de baleines, plus on aura de matière fécale, plus on aura de fertilisants. Avoir à garder en tête que par rapport aux époques avant la pêche commerciale baleinière, on a diminué entre 60% à 90% des tailles de population de baleines au XVIIIe siècle. Donc on voit on a une marge de progression si on veut trouver des solutions pour limiter nos niveaux de carbone. Mais la quantité, ça ne suffit pas. Il faut aussi de la qualité. Et la qualité, ça passe du coup par la biodiversité, par le fait d'avoir différentes espèces. Parce que si on n'a qu'une seule espèce, on va avoir qu'un seul type de fertilisant. Et en ayant des communautés variées, différentes espèces de mammifères marins, on va assurer cette pluralité des fertilisations. Donc j'espère que vous n'allez pas regarder tout à fait les baleines avec le même œil à partir d'aujourd'hui, mais que ça ne vous privera pas de vous baigner dans l'océan. Je vous remercie de votre attention et puis on va pouvoir répondre à vos questions.